j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de légalisation de la marijuana. Oui, du cannabis. Du cannabis. Et puis, du pot. Les trois générations. Et pour ça, ben, Mais ça, t'appelles pas ça de la marijane, toi? Moi, je connais pas ça. Non, tu connais pas ça? Il faut que vous m'informiez. Nous, on connaît ça un peu. Je connais pas vraiment ça. J'ai une génération là, où j'ai pas... Woodstock, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais un petit gars travaillant. J'ai commencé à travailler de bonne heure, puis j'étais plus dans le métier que d'autres choses. Discipline, c'est bien. Mais on parle de légalisation. Donc, pour nous parler de ça, on a quand même des personnes qui sont vraiment ferrées dans le domaine. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de Oui, commencer? bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Olivier Ménard-Dumas. Je suis avocat au cabinet Stein Mona. Je suis l'associé responsable du groupe Transport. Et on parle de cannabis depuis décembre 2016 pour former nos clients, pour leur préparer ça. Je fais beaucoup ça avec ma consoeur Sarah Routier, qui est avocate dans mon équipe. Bonjour Bonjour Sarah. tout le monde, bonjour. Et Sarah et moi, on a travaillé beaucoup avec Via Prévention pour développer des politiques, on va dire des lignes directrices. Des lignes directrices. On a fait la politique drogue et alcool du centre de formation. Ouais. Ça fait que si tu ne peux pas fumer en conduisant, c'est de ma faute, en partie. Et Sarah et moi, on a travaillé beaucoup là-dessus. Ça fait qu'aujourd'hui, l'objectif qu'on aimerait faire avec toi, c'est de dire aux gens que c'est pas si pire. Là, on est quelques mois. Après, ça fait 1 mois et quelques jours que c'est officiellement légalisé. Bien, c'est ça que je me dis, parce qu'en réalité, c'est quoi ça change? Parce que, veux pas, là, dans le domaine du transport, la légalisation, là, on le sait, là, on n'a pas le droit. C'est comme la boisson, là, mais c'est quoi ça amène? Ça change. La réponse simple, c'est que ça ne change rien. Mm-hmm. OK? Puis Sarah va te parler un peu de la loi sur le cannabis, sur le milieu de travail, sur les obligations puis les devoirs que les employeurs et les employés ont maintenant. Moi, j'ai un chapeau droit du transport. Pour moi, ça ne change rien. Puis aujourd'hui, il faut faire une nuance. Là. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça ne s'applique pas aux conducteurs américains. OK. Ceux qui font du US. On reste à ce côté-ci de la frontière. Là, on parle d'un conducteur qui ne fait que du Canada. Okay? Ce que les tribunaux ont dit, c'est que puis en fait, c'est ce qu'on appelle une expectative. Une exigence professionnelle justifiée. Merci, Sarah. Ça fait plaisir. Ça fait que, si tu vas aux États-Unis et tu as une exigence professionnelle justifiée, tu dois te soumettre à la réglementation américaine. Exact. Ouais. Si tu es appelé peut-être raisonnablement à aller aux États-Unis, bien, on peut te mettre dans le dépistage américain. Oui, cool. Mais quelqu'un qui a une condition W sur son permis et qui ne peut pas aller aux États-Unis du tout, bien là, il faut le traiter comme un chauffeur canadien. C'est ça qu'on veut parler aujourd'hui avec toi. OK. Fais-nous donc, Sarah, un peu la loi sur le cannabis. Ça ressemble à quoi? Puis ça fait quoi dans la vie? Oui, bien, la loi sur le cannabis, elle est rentrée en vigueur avant la légalisation du cannabis. Là, c'est le Québec qui a pris cette loi-là de manière préalable en prévision de la légalisation. Il y a eu quelques modifications qui sont importantes, surtout dans le domaine du transport. Il y a un article précis qui dit que c'est interdit de fumer sur les lieux du travail. Là, en ce moment, là, c'est interdit toujours au Canada de vendre des brownies aux potes par ailleurs. Là. Donc, c'est pour ça que le Québec a possiblement utilisé le mot « fumer ». Un conducteur, de manière logique, n'aura pas le droit de fumer dans son camion parce que c'est considéré comme étant un milieu de travail au sens de la loi. Puis ce qui est fascinant, c'est que dans la loi sur le cannabis, il parle d'alcool. Oui. Puis ça, on ne l'avait pas avant. C'est que moi, le cas du camionneur qui se fait une ponce au gin après le travail dans la couchette, bien, on disait, tu n'as pas le droit de prendre de l'alcool. Non, tu n'as pas le droit d'en avoir dans le véhicule. Dans le véhicule. Ouais. Maintenant, là, ça, c'est très... Puis on le disait parce que ça faisait beaucoup de sens, puis que le plus important, c'est la sécurité. Oui. En fait, ce que la loi est venue modifier là, de manière plus précise, c'est dans la loi sur la santé et sécurité du travail, parce que c'est une composante. Pourquoi on veut l'interdire dans les milieux de travail? C'est parce que c'est pas sécuritaire quelqu'un qui conduit avec les facultés affaiblies. Ouais. Peu importe par quoi. Peu importe par quoi. C'est pourquoi la loi sur le cannabis a modifié la loi sur la santé et sécurité du travail en venant interdire aussi ou en créant une obligation pour les employés et employeurs de ne pas travailler alors que les capacités, en fait, que ces capacités sont affectées par l'alcool et par les drogues. Okay. Donc, dans le fond, toute la légalisation du cannabis a entraîné une espèce d'harmonisation. Oui, harmonisation même avec l'alcool. Puis je vais te faire le parallèle avec les heures de service. Ça se peut que quelqu'un ait encore des heures de conduite dans sa fiche journalière. Oui. Il ne faut pas que tu le laisses conduire s'il est fatigué au point que ce soit dangereux.
Même si théoriquement, il a le droit de conduire, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée. Même si c'est légal, ça ne veut pas dire que c'est sécuritaire. Si moi, je trouve qu'il est trop fatigué pour conduire mon véhicule ou... on l'arrête. On l'arrête. Le plus important, c'est la sécurité. Ouais. C'est comme ça qu'il faut se gouverner avec le cannabis. C'est pas parce que c'est légal d'en acheter que c'est sécuritaire de conduire un véhicule lourd sous l'influence de. Même chose que pour l'alcool. Mais OK, regarde, je vais te poser une question que... Regarde, Sarah. Il y a Sarah, excuse, Sarah. Ça faisait, hein? T'es camionneur. Ouais. T'as fini ta journée. Tu sors de ton véhicule. Tu t'en vas te promener, tu t'en vas dans n'importe où, là, puis tu vas fumer ton joint. Ouais. Tu es quand même en dehors de ton véhicule, donc tu n'as pas de problème. Tu décides de revenir te coucher dans ton véhicule pour 10 heures. Comment c'est vu? C'est-tu vu comme le même principe que l'alcool? Parce que moi, j'ai déjà entendu dire que tu ne peux pas embarquer dans le véhicule. La garde des contrôles. C'est ça. OK? Il y a donc, de manière... Pour l'alcool, okay, il y a le niveau criminel qui est à 0.08. Pour le camionneur, il y a un deuxième niveau administratif qui est à 0.05. Pour le conducteur d'un autobus, transport de passagers, la limite est à 0. Okay? La Commission des transports considère qu'on doit toujours viser le 0, peu importe le véhicule. Ça, c'est pour l'alcool. C'est relativement facile, l'alcool, parce qu'avec les appareils de dépistage, on sait exactement le taux dans le sang. Avec le cannabis, c'est différent. Comment ça fonctionne, Sarah, pour la détection? La détection, c'est avec la salive en ce moment. Les appareils qui sont approuvés là, par transport, en fait, par le gouvernement fédéral, c'est avec la salive. En ce moment, je pense pas que ce soit tous les corps policiers qui ont accepté de l'utiliser. Là. Encore en déploiement. C'est encore en déploiement. Il va y avoir beaucoup d'adaptations à faire pour être capable de déterminer si une personne a les capacités affaiblies par le cannabis ou par toute autre drogue par ailleurs. Il y a vraiment une période d'adaptation qui s'en vient parce que, comme Pierre-Olivier dit, pour l'alcool, on souffle, on fait un test sanguin, puis on a un chiffre, là, on sait c'est quoi l'affectation. On a fait des conférences avec des chercheurs qui se spécialisaient dans le cannabis. Okay? Puis on disait, c'est quoi l'impact? Ça reste combien de temps dans le sang? Okay? Tu as les capacités affaiblies pendant combien de temps? Parce que là, c'est le fun, tu as les cheveux courts, mais quelqu'un qui a les cheveux longs va peut-être avoir des traces plus longtemps dans les cheveux. Okay? C'est comme pour toute autre drogue. Mais la question, je me pose, moi, c'est pas ça reste combien de temps dans l'organisme. La question que je me pose, c'est ça affecte les capacités pendant combien de temps. Puis les médecins ne s'entendaient pas entre eux. Ça dépend d'un individu à l'autre. Ça dépend de ce que tu as fumé, dans quelle quantité. C'est quoi la fréquence? Est-ce que tu es un consommateur fréquent ou c'est occasionnel? Je pense, hein? Ton physique, je pense que possiblement. Mais chaque humain est différent. Puis quelqu'un qui en fume à tous les jours, il va mieux le tolérer que quelqu'un qui en fume jamais. Ouais. Okay? Mais ce qui semblait se dégager, puis je ne suis pas médecin, puis prends pas ça, dis pas Pierre-Olivier m'a dit que c'était correct, là, mais... Ça va rester entre nos deux. Salut tout le monde. Mais ce que les médecins disaient, c'est qu'en bas de 6 heures, c'est dangereux. 6 heures après la conduite, là, ça c'était comme, peu importe ce qui arrive, 6 heures, tu touches pas au volant. Là. C'est que la personne qui, pour revenir à la question, qui stationne le véhicule, qui se met hors service, sur son log, qui s'en va au cinéma, puis que là, fume un joint, puis qui revient dans le camion, moi, j'ai un inconfort avec ça parce que je ne sais pas à quel moment il va reprendre le véhicule. Il est en garde des contrôles du véhicule. Je pense que globalement, dans l'industrie, je pense, un peu comme tu disais au début, il n'y a pas personne qui est parti sur le party à fumer du pot. On n'a pas eu de cas dans le puis on représente, je ne sais pas combien de compagnies de transport, plus de 200. Réalistement, on n'a pas eu de cas de gens qui nous ont appelés disant on a un chauffeur. Ça y est, le cannabis est légalisé. C'est l'enfer. Tous mes employés arrivent puis on n'a pas eu de ça. Sur l'influence. On a eu beaucoup de comment on fait pour se préparer, c'est quoi les politiques, comme on a fait ici d'ailleurs. Mais il y a pas, c'est pas l'hécatombe. On parle à des conducteurs qui sont professionnels, qui sont fiers de leur métier, qui sont déjà. Moi, quand je vais dîner avec des clients, souvent. C'est un peu la blague, l'avocat prend du vin puis les clients prennent de la bière sans alcool. Là, je veux dire, ça... Mais c'est pas si stressant que ça, le cannabis. Les entreprises sont bien préparées. On est déjà éminemment sensibilisés avec la réglementation américaine. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les encadre. On s'assure que les gens n'ont pas de problème. Puis en cas de doute raisonnable, on fait du dépistage. OK. Moi, je te pose une question en tant que camionneur. Moi, je fais partie d'une compagnie de transport qui font des voyages aux États-Unis. Donc,
obligatoirement, je suis dans le pôle. Mais je ne fais pas d'États-Unis. Je ne fais pas d'États-Unis, je ne fais que du Canada. Mais vu que la compagnie fait des États-Unis, donc, en tant que chauffeur, est-ce qu'il m'oblige à être dans le pôle quand même? Bon, là, il faut que je fasse attention. Chaque compagnie est différente. C'est de l'interne, là. C'est de l'interne. Il faut voir c'est quoi les opérations pour de vrai. Mais exemple, ça ne serait pas une bonne idée pour une compagnie qui n'a même pas de US-DOT d'appliquer la réglementation américaine. Je vais dire ça comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui en font? Sûrement. Ce qui est important, c'est ce qu'on recommande aux clients, c'est quand on fait du dépistage en cas de doute raisonnable. Puis quand on explique ça à des Américains qui ont des compagnies américaines qui ont des chauffeurs qui font juste du Canada, puis ils nous disent, bien, faut-tu attendre de l'attraper pour le tester? Essentiellement, oui. Quasiment, oui. Exactement. OK. C'est qu'il faut faire beaucoup de prévention. Il faut faire de la sensibilisation. Il faut connaître ses conducteurs, ses employés. Il faut que les répartiteurs, il faut que l'employé à la guérite, les employés dans l'entrepôt, il faut qu'on se parle. Qu'ils soient attentifs aux signes et symptômes qu'ils pourraient percevoir chez des conducteurs sous l'influence. Est-ce qu'une compagnie pourrait obliger quand même un test de drogue, même s'ils ne font pas d'États-Unis? Ça dépend de chaque cas. La jurisprudence permet de faire des tests. La Cour suprême a déterminé un chemin très précis pour le faire. Il faut être dans un cas bien précis. Puis là, honnêtement, il faut parler avec les procureurs. Chaque situation est vraiment spécifique. Là. C'est légal de le faire, Ouais. mais c'est pas légal dans toutes les situations. Je peux pas dire que c'est illégal en tout temps, jamais. Il n'y a aucune chance de le faire. Il y a des critères qui ont été déterminés par la Cour suprême. Si on les suit, on peut le faire. Puis il faut que les gens parlent avec leurs avocats, puis pas moi nécessairement, là, n'importe quel avocat qui connaît ça. Puis on suit, c'est l'arrêt Irving de la Cour suprême. Puis tous les avocats, on est quasiment tannés de s'en faire parler. Ça a tellement été célèbre comme cause là, que tout le monde la connaît. Là. Parce que c'est sûr que là, présentement, moi, je pense à quelqu'un qui n'en prend la fin de semaine, puis là, il est bien clean sur semaine. Là. Lui, le gars, il y en a, c'est une petite bière la fin de semaine, il y en a d'autres, c'est le petit joint la fin de semaine. Ouais. Mais sur semaine, ils sont parfaitement là, opérationnels. Là. En fait, l'employeur n'a pas le droit de porter un jugement de valeur sur ce que son employé fait la fin de semaine. Puis c'est la même chose avec l'alcool. L'alcool est légal depuis... je ne sais pas si ça a déjà été illégal, là, en fait. Là. Au Canada, non? Non, c'est ça. Ben, mais il y a quand même un contrôle qui est fait, puis on s'attend à ce que l'employé se présente au travail le matin, puis qu'il soit apte à faire ses tâches de manière sécuritaire. Le cannabis, maintenant, est rendu légal. Il faut avoir la même approche qu'avec l'alcool. On n'a pas le droit de s'immiscer dans sa vie privée, tant et aussi longtemps que du moment qu'il se présente au travail, il est apte à le faire de manière sécuritaire, puis qu'il respecte la loi aussi. La loi parle, pour le cas de la sécurité routière, aucune trace, aucune présence de cannabis dans l'organisme. Et ça, c'est détecté avec la salive. La salive, c'est ça. Donc, le test, lui, qui va être fait à ce moment-là, parce que moi, ce qui me trotte dans la tête, là, c'est, on parlait tantôt, il faut que ton chauffeur soit apte à prendre la route. Moi, j'arrive, je suis propriétaire d'une entreprise, je vois mes chauffeurs qui... C'est là bizarre. Qu'est-ce que tu ferais, Sarah? J'arrive en entreprise, là, puis... Le chauffeur a de l'air bizarre, là, tu sais. Je sens un peu la moufette, là, puis j'ai les yeux rouges, là. Tu fais quoi avec moi? On le retire. On le met pas en arrière du volant. À titre d'exploitant de propriétaire, en fait, toute personne ne peut pas mettre derrière le volant quelqu'un qui suspecte d'avoir les capacités affaiblies. Donc, c'est ça, c'est bon, ça vient de dire. Là. Oui. C'est ça que ça revient de dire. Qui suspecte quoi? Pas la consommation de cannabis. Non. Pas apte à conduire. Pas apte à conduire. C'est La la sécurité, même chose. toujours. La sécurité. Donc, on ne l'envoie pas faire un test parce que c'est impossible. Il échouerait d'une manière ou d'une autre s'il en prend la fin de semaine, puis que là, présentement, il est correct. On ne peut pas lui faire un test. Ben, il va tester positif obligatoirement. S'il l'a pris en fin de semaine, il n'aura peut-être pas dans sa ligue. Parce que Mais là, ça va être un test de salive, pas un test de Oui, c'est ça, exact, Okay. c'est ça. Ben, Dépendamment du test. Dépendamment du test. Là. Puis là, honnêtement, on n'est pas médecin. Il faut parler. Il y a plusieurs laboratoires qui en font et qui le font bien, qui offrent ces services-là. J'ai aucune prétention de... Je suis capable... Je vais me douter si Sarah arrive au bureau sous l'influence de... Mais je ne suis pas médecin, je suis capable de porter l'acte médical de dire il y a ça dans sa salive. Par contre, on peut avoir des motifs raisonnables de nous porter à croire que la personne a les capacités affaiblies et à ce moment-là, on l'envoie passer un test pour nous confirmer nos soupçons, nos motifs. Le plus important, la sécurité. Donc, on le retire du volant. OK, puis présentement, je sais que dans les tests de drogue, on peut arriver avec un test aléatoire et dire OK, regarde, on reçoit un téléphone, présentement, tu t'en vas à tel endroit, telle adresse, tu t'en vas tester.
là, on savait que tous les laboratoires, les cliniques étaient aptes à prendre le test d'urine. Est-ce que les cliniques se sont mis à jour pour les tests de salive? J'ai goût de te dire oui. Je sais qu'il y en a une qui le fait que je le sais. Je peux pas dire pour les autres. Là, il y a du magasinage à faire. Il faut que les gens trouvent le fournisseur avec qui ils sont confortables. C'est effectivement pas un bureau d'avocat, là. Mais il y a des appelés. Dans le fond, il faut que les gens appellent dans leur fournisseur habituel pour voir c'est quoi les services qui sont disponibles. OK. Puis, admettons, la personne se fait prendre. Ouais. Elle se fait prendre avec du cannabis là, dans son système sur les lieux du travail. C'est quoi le problème que ça y occasionne? Beaucoup de problèmes. Mais on le sait, la poitrine. On le sait, la boisson. Mais la drogue, c'est quoi? En fait, la loi sur le cannabis parle de quoi, ça va pour les milieux de travail? Ben, on n'a pas le droit de fumer. On prévoit aussi la possibilité pour un employeur de gérer tout ce qui est... Puis là, je veux interdire toute forme d'usage de cannabis sur les lieux du travail. Puis un employeur a l'obligation de s'assurer que ses employés de préserver la santé et sécurité de ses employés. Puis s'il arrive puis il n'est pas apte à faire son travail ou s'il peut faire n'importe quelle niaiserie parce qu'il est sous l'influence, bien, c'est un risque pour la santé et sécurité, non seulement de lui-même, mais pour toutes les personnes autour. Fait que l'employeur peut intervenir. Une politique d'entreprise. Par une politique d'entreprise notamment, mais la loi lui permet aussi. Là. Puis surtout, ce qu'on a, là, c'est que la loi dit tolérance zéro, OK, dans la salive. La loi dit qu'on peut interdire sur les milieux de travail. La loi dit qu'on n'a pas le droit de fumer, par ailleurs, sur les milieux de travail. On a aussi la Commission des transports, qui n'a pas beaucoup de patience envers un conducteur qui a besoin d'une substance pour se détendre en étant un conducteur professionnel. Parce qu'on va se le dire, il faut être fier des conducteurs et des conductrices de véhicules lourds professionnels du Québec. Il y a des bons éléments. Puis les gens sont fiers de leur travail, puis ils le font bien. Puis on entend, il y a des pas bons partout, il y a des avocats qui sont pas bons, il y a des conducteurs qui sont pas bons. On parle de professionnels. Mais c'est des professionnels de la route. Les professionnels de la route, dans la très, très grande majorité, sont fiers de leur travail. Et peut-être que des fois, il y a des gens qui sont malades, qui ont une maladie qui est la toxicomanie ou l'alcoolisme. Ça, c'est toute une autre... C'est une autre histoire, c'est un autre plan d'intervention. On parle là, de la consommation récréative, puis de faire l'erreur, la mauvaise décision de consommer quelque chose qui fera en sorte que tu ne serais pas sécuritaire pour toi, tes confrères, le public. C'est ça qu'il faut protéger. C'est surtout ça qu'il faut travailler. La sécurité d'abord. Mais est-ce qu'il y a une loi? Bien, la loi est sortie, c'est sûr. Mais on sait que pour la boisson, je me fais prendre en boisson, je perds mon permis, je perds mon droit de conduire, je peux même faire saisir mon véhicule. C'est-tu les mêmes choses? C'est similaire. C'est similaire? C'est similaire. Pour, si, dans le fond, on détecte une présence de drogue ou de cannabis dans l'organisme avec la salive, la SAC suspend le permis pour une période de 90 jours de manière automatique. OK. C'est automatique, exactement. Puis je pense que c'est l'amende de 300 à 600 $ là, pour la première. J'espère. Je veux même pas le savoir. Je veux même pas ces dossiers-là. je veux qu'on fasse de la prévention. Je veux même pas. Je veux pas avoir le jour où un client va m'appeler pour me dire on a eu ça comme situation. Puis la réalité, c'est qu'il y en a. Moi, je pense qu'on va. Puis on en a. On a eu des dossiers d'alcool au volant pour des camionneurs. Oui. Ça arrive. On en a 3, 4, 5 par année. OK? Ça arrive. Du cannabis, je n'ai pas encore eu. Puis j'ai l'impression que ceux qui en fumaient déjà vont continuer à en fumer. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont l'essayer. Sans devenir consommateurs. Ils vont en faire une fois de temps en temps. Là, mais je vois pas ça comme étant un raz de marée. Que tout d'un coup, tout le monde se fait fumer du pot. Puis c'est pas ça. Une autre question en lien avec ça. Il n'y a personne qui part avec une prescription pour prendre de la boisson parce qu'il est malade. Moi, j'ai une bonne histoire à te conter. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont une prescription pour le pot? Exactement, c'est ça la question. Quand Winston Churchill, le premier ministre anglais, est allé aux États-Unis, il y avait la prohibition sur l'alcool. Winston Churchill avait une prescription pour 5 martinis par jour. Et il pouvait boire son martini aux États-Unis durant la prohibition. J'étais pour le travail au Kentucky il y a 2-3 semaines. Puis le bourbon a continué à être produit à Louisville, au Kentucky, parce que c'était devenu du bourbon médical, durant la Prohibition. C'est comme ça que le bourbon a survécu. C'est du vin de messe. Bon genre de messe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec... Puis, tu as absolument raison. Qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui aurait un bien médical pour boire de l'alcool? Ça serait une mauvaise idée de le laisser conduire. Hein? Moi, je dirais que le médecin signe comme quoi que la personne peut conduire en sécurité le véhicule. Sa prescription. Hein? Bonne chance.
C'est la même chose pour le cannabis. Si la personne doit fumer du cannabis puis qu'elle a une prescription médicale, bien qu'un médecin nous confirme que cette personne-là peut le faire de manière sécuritaire. Ça ne permet pas d'éviter l'interdiction de conduire avec les facultés affaiblies là, par le cannabis. Là. Donc, la personne qui veut continuer de travailler, parce que c'est son métier, on ne va pas se le cacher, là, puis il veut quand même continuer à conduire avec sa prescription. Donc, il faut que ce soit son médecin qui lui dise, ben écoute, garde là. Écoute, j'ai jamais eu de dossier comme ça, OK? Puis je sais même pas si je vais en avoir... On en représente beaucoup, là, OK? Puis je sais même pas si on va en avoir un jour. Mais moi, ce que je demanderais, c'est qu'un médecin, un professionnel de la santé, me dise que c'est compatible avec la conduite d'un véhicule lourd. Dans la loi, ça dit que la consommation d'alcool est incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd. Donc, je demanderais à un professionnel de la santé de me dire que c'est compatible avec la conduite du véhicule lourd. Je mandaterais mes propres experts pour évaluer ça. Parce qu'il faut savoir, pour connaître certaines personnes qui en prennent là, dans mon entourage médicalement, on sait qu'il y a certaines substances de la marijuana qui n'amènent pas d'euphorie, mais qui va amener un soulagement de la douleur. Bon, écoute, là, tu me parles du cannabicol, le CBD. Oui. Moi, je te parle juste depuis tantôt du THC. Oui, bien c'est ça. Je te parle du Bullfun. OK. Je te parle pas du... moi, je parle vraiment, là, je viens de bifurquer vers les personnes qu'eux autres, ils nous écoutent. Puis, hey, moi, j'en prends médicalement, mais c'est pas de l'euphorie quand j'en prends, c'est pour enlever la douleur. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas capable de me stationner en parallèle. J'ai pas ma classe 1. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ben moi, je suis prudent. Puis je m'assure qu'on soit en sécurité. Ça fait que je vais peut-être demander au médecin de me dire « Confirme-moi que la personne peut le faire sécuritaire. Je vais peut-être l'envoyer ici pour dire « Fais-moi donc faire un test sur route sur votre circuit fermé pour que j'assure que je sois convaincu que la personne peut le faire sécuritairement, que j'ai été diligent comme entreprise. Puis une fois ça fait, si je suis convaincu que je suis confortable de mettre mes enfants à bord, ben, je vais le laisser partir. » Parce que là, il y a des prescriptions pour le cannabis, mais il y a des prescriptions pour n'importe quel autre type de médicaments qui sont légaux en ce moment. Ça ne veut pas dire que... Tu sais, souvent, là, il y a la petite inscription « Ne pas conduire de machinerie lourde » quand on prend ce médicament-là. C'est une réalité qu'il faut prendre en considération. Puis c'est pas parce que le cannabis soit prescrit, soit légal. La question qu'il faut toujours se poser, est-ce qu'on est capable d'opérer un véhicule de manière sécuritaire après avoir pris cette substance-là? OK. Donc, la porte est ouverte pour les personnes qui sont malades, là, qui ont une possibilité d'être... La porte n'est pas complètement fermée. Oui, disons ça comme ça. Mais je veux qu'on soit... Moi, je conduirais pas un camion avec du Benadryl dans le sang. Personnellement. Je conduirais pas un camion avec du cannabis dans le sang. Mais tu le sens, là. Tu sais comment t'es quand tu... C'est évident. C'est okay? On parle de professionnalisme, là. Exactement. Il y a des professionnels de la route. Puis moi, je suis un amateur de la route. OK? Je vais même aller plus loin. Quelqu'un qui prendrait 8 boissons énergisantes, es-tu en état de conduire? Je sais pas. Je sais pas. Fait que, tu sais, l'important, là, puis je me répète, mais l'important, c'est pas ce que tu as consommé. Je veux pas savoir ce que tu consommes chez vous. Je veux savoir si tu es capable de conduire mon camion ou mon autobus de manière sécuritaire, dans le respect de la loi. Puis s'il y a un médecin, puis là, chaque dossier va être un cas différent. Il n'y a pas de recette magique, mais c'est la sécurité qui doit primer. Puis bon. OK. Puis, mettons, pour amener ça vers la finalisation justement du dossier, avez-vous de quoi conseiller pour nos consommateurs de week-end? Là, Alors, je ne... Aucun conseil juridique ou avis ne sera donné lors de cette capsule. Maintenant, si tu veux qu'on parle des sortes, puis qu'est-ce qui se vend en magasin, on peut en parler. Mais honnêtement, l'important, c'est d'être en sécurité. Exact. On veut que tout le monde revienne à la maison en sécurité. On veut, de manière économique, que la marchandise se rende à bon port, que le camion ne se brise pas, mais surtout, on veut que nos employés, qui est la principale ressource de l'entreprise, reviennent en sécurité. Puis tant aussi longtemps que ça va être ça, la ligne directrice, puis qu'on est en prévention, je préfère que la personne appelle et dise qu'elle est malade, qu'elle ne rentre pas. Soyez professionnel. Pensez qu'il y a du monde que vous aimez sur la route. Donc, exactement. Est-ce que votre état est bonne pour que vous puissiez prendre le volant de votre camion? C'est ça, je pense qu'on peut se dire. Hein? C'est exactement Soyons ça. prudents. Soyons prudents. Bien, merci beaucoup, Sarah, Pierre-Olivier. C'était encore super intéressant de vous avoir. Fait que, merci à vous tous. Puis, continuez à nous écouter. Je pense qu'on va avoir des sujets de plus en plus intéressants. Là, ça s'en vient vraiment, là, je pense qu'on est dedans. Fait que, merci à tous. Puis, on se voit à la prochaine. Bonne route. Oui, bonne route.